Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple d'un examen régional pour vous aider à bien préparer et réussir votre examen, Inch'Allah. Alors, comme vous savez, l'examen régional de la matière physique chimie comporte des questions de connaissances et des questions d'application et une situation problèmes tels que les questions, on trouve les questions de connaissance sur 8 points, les questions d'application sur 8 points et la situation problème sur 4 points. Alors pour ce exemple, on a 3 exercices. Exercice numéro 1 sur 7 points, l'exercice numéro 2 sur division de parties, donc l'exercice sur 9 points et dernier exercice, le troisième exercice sur 4 points, une situation problème. Alors, exercice numéro 1, la question numéro 1, complétez les phrases par les mots convenables de la liste suivante. Newton, la trajectoire, accéléré, référentiel, constante, le dynamomètre. Alors, expression A, pour décrire le mouvement ou le repos d'un corps, il est nécessaire de choisir un autre corps appelé. Deuxième, la ligne continue qui joigne l'ensemble des positions successives occupées par un point d'un corps mobile représente de ce point durant son mouvement. Nous mesurons l'intensité d'une force par son unité et le mouvement est uniforme si la vitesse est au cours du temps et il est lorsque la vitesse augmente avec le temps. Alors, la première expression, pour décrire le mouvement ou le repos d'un corps, il est nécessaire de choisir un autre corps solide appelé le référentiel. Donc, pour déterminer est-ce qu'un corps en mouvement ou bien au repos, il est nécessaire de choisir le référentiel. Par exemple, moi, dans ce cas, je suis au repos par rapport au tableau. Dans ce cas, le référentiel, c'est le tableau. Je ne peux pas dire que je suis en mouvement ou bien je suis au repos, point. Donc, il faut déterminer le corps référentiel, c'est-à-dire je suis en mouvement par rapport à quoi? Ou bien je suis au repos par rapport à quoi? C'est pour cela, pour décrire est-ce que le corps en mouvement ou bien au repos, il faut choisir un corps appelé le référentiel. Donc, la deuxième, la ligne continue qui joigne l'ensemble des positions successives occupées par un point d'un corps mobile représente la trajectoire de ce point durant son mouvement. Donc, l'ensemble des positions successives d'un objet mobile par rapport à un référentiel représente la trajectoire de ce corps. Donc, pour les trajectoires, on distingue entre plusieurs types. Par exemple, trajectoire rectiligne, la trajectoire curviligne et la trajectoire circulaire. La troisième, nous mesurons l'intensité d'une force par le dynamomètre et son unité est le newton. Alors, donc l'intensité d'une force est mesurée à l'aide de dynamomètre. On exprime l'intensité de la force dans le système international des unités par le newton. Le mouvement est uniforme si la vitesse est constante au cours du temps et il est accéléré lorsque la vitesse augmente avec le temps. Alors ici, on parle de la nature de mouvement. Donc pour la nature de mouvement, on distingue entre mouvement uniforme, mouvement accéléré et mouvement retardé. Donc le mouvement uniforme, si la vitesse est constante au cours du temps. Le mouvement accéléré, si la vitesse augmente au cours du temps. Le mouvement retardé, si la vitesse diminue au cours du temps. Alors, dans ce cas, par exemple, dans des exercices d'application, on trouve la question déterminer la nature du mouvement. Et on trouve parmi les fautes commises par les élèves, on trouve des élèves qui ne distinguent pas entre la nature du mouvement et les types des mouvements. Par exemple, les types de mouvements, on a deux types. On a mouvement de translation et le mouvement de rotation. Pour la nature de mouvement, on a le mouvement uniforme, le mouvement accéléré et le mouvement retardé. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve la question
dans la question déterminer le type de mouvement, c'est-à-dire on répond par soit translation ou bien rotation. Lorsqu'on trouve dans la réponse déterminer la nature du mouvement, on répond par retardé, accéléré ou bien uniforme. Donc ça pour la question numéro 1 sur 3 points. La question numéro 2, répondre par vrai ou faux. Donc l'intensité du poids est une grandeur physique qui varie en fonction de l'altitude et le lieu. La distance d'arrêt s'exprime par la relation dA égale à dR moins dF, tel que dR, la distance de réaction, et dF, la distance de freinage. Pour réduire l'énergie électrique, il faut utiliser des lampes économiques. L'unité internationale de la puissance électrique est le wattheure. Alors, l'énergie électrique consommée dans une installation domestique est mesurée par le compteur électrique. Donc, petit a, on a l'intensité du poids est une grandeur physique qui varie en fonction de l'altitude et le lieu. Donc, c'est vrai car on exprime l'intensité du poids par la relation suivante, P égale à M fois G. Donc, on exprime l'intensité du poids par la relation P égale à M fois G. Donc, P, l'intensité du poids en newton. M, c'est la masse en kilogrammes. G, c'est l'intensité de l'apesanteur en newton kilogramme moins 1. Newton, kilogramme, moins 1. Alors, la masse est une grandeur constante. La masse est une grandeur constante, ne varie pas en fonction de l'altitude et aussi du lieu. G, l'intensité de l'apesanteur, varie en fonction du lieu et aussi en fonction de l'altitude. Par exemple, sur la ligne, on trouve GL, l'intensité de l'apesanteur, égale à 1,6 newton par kilogramme. Sur la Terre, on trouve GT, égale à 9,8 newton par kilogramme. C'est-à-dire, lorsqu'on change le lieu, l'intensité de l'apesanteur varie. Donc, elle varie en fonction du lieu. Aussi, à propos de l'altitude, si l'altitude augmente, G diminue et par conséquent, donc P aussi diminue. C'est pour cela qu'on dit que l'intensité du poids varie en fonction de l'altitude et aussi du lieu. La distance d'arrêt s'exprime par la relation dA égale à dR moins dF. Donc, c'est faux. Pourquoi? Parce que la distance d'arrêt, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. On peut la montrer. Alors, on sait que la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue par le conducteur entre le moment où il voit le danger et le moment d'arrêt. Donc, dans le moment où le conducteur voit le danger, entre le moment où le conducteur voit le danger et le moment d'arrêt, le conducteur parcourt une distance appelée la distance d'arrêt notée dA. Alors, lorsque le conducteur d'une voiture, par exemple, voit le danger, donc il commence à freiner. C'est-à-dire qu'il a parcouru une distance entre le moment où il voit le danger et le moment où il commence à freiner. Cette distance appelée la distance de réaction, notée dR. Et après, lors du freinage, le conducteur a parcouru une distance appelée la distance de freinage, notée dF. Et donc, on a dA égale à dR plus dF. La distance d'arrêt, c'est la somme de la distance de réaction dR plus la distance de freinage dF. Donc, dans ce cas, c'est faux. Donc, il suffit d'écrire dA égale à dR plus dF. Pour réduire l'énergie électrique consommée, il faut utiliser des lampes économiques. C'est vrai, car l'un des procédures
prise par l'État, c'est le changement des lampes incandescentes par les lampes économiques. Donc c'est vrai. L'unité internationale de la puissance électrique est le wattheure, c'est faux, car l'unité internationale de la puissance électrique, c'est le watt, n'est pas le wattheure. Le wattheure, c'est une unité de l'énergie électrique, c'est une unité usuelle de l'énergie électrique. L'énergie électrique consommée dans une installation domestique est mesurée par le compteur électrique. Donc c'est vrai, car dans une installation domestique, le compteur électrique, c'est l'appareil qui mesure et calcule l'énergie électrique consommée dans l'installation. Donc on a demi-point pour chaque réponse vraie. 3. Complétez le tableau suivant. Alors, on a la grandeur physique, son symbole, c'est-à-dire le symbole de la grandeur physique, son unité internationale, c'est-à-dire l'unité internationale de la grandeur physique, et le symbole de l'unité. Alors, dans ce exemple, on a P, le symbole P, et l'unité internationale, c'est-à-dire on a une grandeur qui dans l'axe de la mécanique. Donc, ici, on parle de l'intensité du poids. L'intensité du poids, notée par P, est calculée par la relation P égale à M fois G. Donc l'intensité du poids, son symbole c'est P, unité internationale le Newton. Le symbole de Newton, c'est la lettre N majuscule. Deuxième exemple, on a le watt, l'unité internationale c'est le watt, c'est-à-dire qu'il est la grandeur physique qui a une unité, qui a le watt comme unité internationale. Donc cette grandeur physique, c'est la puissance électrique. Le symbole de la puissance électrique, c'est la lettre P. Le symbole du watt, c'est la lettre W. Troisième exemple, l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique notée E. L'unité internationale de l'énergie électrique, c'est le joule. Alors, le symbole c'est G, donc l'unité internationale c'est le joule. Donc 1,5 points, 0,25 points sur chaque réponse vraie. Correct. L'exercice numéro 2, la partie numéro 1, le schéma ci-contre représente un solide S en équilibre de masse M égale à 500 grammes. Accroché à un ressort, on donne l'intensité de l'apesanteur G égale à 10 newtons par kilogramme. Voilà, donc le solide S est accroché à un ressort, on a point A. La question numéro 1, faire le bilan des forces appliquées sur le solide S, 1,5 points. Deuxième question, classer les forces appliquées sur le solide S en force de contact et en force à distance. 3. En appliquant les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces, déduire l'intensité F de la force appliquée par le ressort sur le solide S, 1,5 points. 4. Représenter la force appliquée par le ressort sur le solide S en utilisant l'échelle 1 cm, 2,5 newtons sur 1 point. 5. Le solide S s'est détaché du ressort. Il a parcouru la distance D égale à 1,25 mètres en une demi-seconde, 0,5 secondes. Calculez la vitesse moyenne du solide S pour parcourir la distance D. Alors, pour la question numéro 1, le bilan des forces appliquées, plutôt la deuxième partie de l'exercice numéro 2, on a la figure ci-dessous représente la caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine. Donc c'est une fonction linéaire. Donc on représente cette caractéristique, la variation de la tension U en fonction de l'intensité I. Voilà. Donc, la question numéro 1, déterminer l'intensité U du courant traversant le conducteur ohmique lorsqu'on appliquant entre ces bornes une tension U égale à 2 volts, c'est un point. 2. Calculer la résistance électrique de ce conducteur ohmique. 3. Sachant que le conducteur ohmique est alimenté par une tension U égale à 4 volts, calculer en wattheure l'énergie électrique consommée par le conducteur ohmique lorsqu'il fonctionne pendant 2 heures. Alors, donc,
correction de la partie 1 de l'exercice numéro 2. Donc le schéma, donc on a le schéma, on a les données, M égale à 500 kg et G 10 newtons par kilogramme. Donc le bilan des forces appliquées sur le solide S. Alors, pour déterminer le bilan des forces, il faut d'abord déterminer ce qu'on appelle le système étudié. Alors, dans ce cas, puisque le corps, on veut chercher les forces appliquées sur elle, c'est le solide S. Et donc, on dit que le système étudié est le solide S. Donc, le solide S, dans ce cas, le solide S est en contact avec un ressort, c'est-à-dire il est soumis à la force exercée par le ressort. Donc, on note par F, vecteur F, la force exercée par le ressort. Et P, c'est le poids du solide S. Alors, il faut faire attention ici avec les symboles. Donc, on note la force par une vecteur. Et lorsqu'on ne fait pas le vecteur, on parle de l'intensité de la force. Par exemple, ici, on a F. Lorsque j'écris F vecteur, c'est-à-dire c'est la force exercée par le ressort. Lorsque j'écris F sans vecteur, la lettre F, c'est-à-dire je parle de l'intensité de la force exercée par le ressort. La même chose pour le poids. Lorsque j'écris le poids P vecteur, c'est-à-dire je parle du poids du solide S. Mais lorsque j'écris P sans vecteur, c'est-à-dire je parle de l'intensité du poids. 2. Déterminer les types de forces, donc le type de la force F et le type de la force P. Alors, on observe que le ressort est en contact avec le solide S en un point A, c'est-à-dire la force F est une force de contact. Le poids, toujours, c'est une force à distance, donc la force appliquée par la Terre. Donc 0,5 points, donc c'est 0,25 pour chaque réponse correcte. 3. En appliquant les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces, déduire l'intensité F de la force appliquée par le ressort sur le solide S. Alors, les conditions d'équilibre, donc un corps soumis à deux forces et en équilibre si les deux forces ont la même droite d'action, la même intensité et le sens sont inversés. Alors, ici, on veut calculer l'intensité de la force appliquée par le ressort, c'est-à-dire F. D'abord, il faut calculer l'intensité du poids. Alors, on a P, le calcul de l'intensité du poids. On a la masse M égale à 500 grammes, égale à 0,5 kg, puisque ici, on a exprimé la masse en grammes. Donc, il faut convertir M en kilogrammes. C'est pour cela qu'on divise 500 grammes par 1000 et on obtient 0,5 kg. Donc, il faut exprimer la masse avec son unité internationale. L'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. Voilà. Et aussi, on a G, l'intensité de la pesanteur égale à 10 newtons par kilogramme. La relation qui permet de calculer l'intensité du poids, c'est P égale à M fois G, donc application numérique, P égale à 0,5 kg multiplié par 10 newtons par kilogramme, on trouve 5 newtons. Alors, puisque le solide est en équilibre soumis à deux forces P et F, c'est-à-dire les deux forces ont la même intensité, donc on écrit F égale à P égale à 5 newtons. La question 4, représentation de la force F. Donc, on veut représenter la force F exercée par le ressort sur le solide S. Alors, on sait que la force est représentée par une vecteur, de telle façon que l'origine du vecteur est le point d'application de la force. La direction du vecteur est la droite d'action. Le sens, ici, c'est le sens. Et à propos de la longueur du vecteur et l'intensité de la force, on choisit une échelle pour représenter la force. Alors, dans ce cas, on a comme échelle 1 centimètre 2,5 newtons. Et on a l'intensité de force égale à 5 newtons. Donc, pour chaque
centimètres, 2,5 newtons, 1 centimètre. C'est-à-dire 5 newtons équivalent à 2 centimètres. C'est-à-dire la longueur de vecteur F est 2 centimètres. Alors, on a le ressort est en contact avec le solide S au point A, c'est-à-dire ici, c'est le point d'application. La droite d'action, c'est la droite perpendiculaire qui passe par A, c'est-à-dire la direction de vecteur F. Le sens, c'est de A vers le haut. Et la hauteur, c'est 2 cm. Donc, on représente la force comme ici. Voilà donc la représentation de la force F exercée par le ressort sur le solide S. La question numéro 5, le calcul de la vitesse moyenne du solide S, un point. Donc, pour calculer la vitesse moyenne d'un corps mobile, on a besoin de la distance D et la durée T. Dans ce cas, on a D égale à 1,25 mètres et on a la durée T égale à 0,5 secondes. La relation qui permet de calculer la vitesse moyenne, c'est Vm égale à D divisé par T. Application numérique, donc Vm égale à 1,25 mètres divisé par 0,5 secondes. On trouve Vm égale à 2,5 mètres par seconde, car on a exprimé la distance en mètres et la durée en secondes, c'est-à-dire on trouve la vitesse moyenne en mètres par seconde. Donc le mètre par seconde, c'est l'unité internationale de la vitesse moyenne. On peut aussi exprimer la vitesse moyenne en kilomètres par heure, c'est l'unité usuelle. Lorsqu'on exprime la distance en kilomètres et la durée en heure, on trouve la vitesse moyenne en kilomètres par heure. Dans ce cas, on a la vitesse en mètres et la durée en secondes. Donc, on trouve la vitesse moyenne en mètres par seconde. Donc, la partie numéro 2, l'intensité I du courant traversant le conducteur ohmique lorsqu'on applique entre ces bornes une tension U égale à 2 volts. Alors, on a l'axe des ordonnées équivalent aux tensions. Il représente la tension en volts et l'axe des abscisses représente l'intensité en ampères. Alors, on cherche cette valeur, 2 volts. On a ici la tension, donc 2 volts. Donc, on effectue la projection sur la caractéristique, puis la projection sur l'axe des intensités. On trouve la valeur 0,2 ampères. C'est-à-dire, graphiquement, lorsque la tension aux bornes du conducteur ohmique égale à 2 volts, l'intensité I égale à 0,2 ampères. La question numéro 2, le calcul de la résistance électrique. Alors, pour calculer la résistance électrique, on va appliquer la loi d'Ohm, la relation de la loi d'Ohm. On sait que la tension aux bornes d'un conducteur ohmique égale à le produit de sa résistance R et l'intensité qui le traverse I. On écrit U égale à R fois I. En réponse à cette question, nous devons déterminer la relation qui permet de calculer la résistance électrique à partir de la relation U égale à R fois I, c'est-à-dire R égale à U divisé par R égale à U divisé par E. C'est-à-dire, comme donnée, on a besoin de la tension U et de l'intensité R. Donc, pour calculer la résistance électrique, on a besoin de la tension électrique U et de l'intensité électrique I. Donc, les données, on peut les déterminer à partir de la caractéristique du conducteur ohmique. Par exemple, on choisit un point dans la caractéristique avec les coordonnées suivantes. Par exemple, U égale à 3 volts, I égale à 0,3 ampères. Par exemple, dans ce cas, j'ai choisi ce point 0,3 ampères, 3 volts. Donc, vous pouvez choisir aussi 0,2 ampères, 2 volts, ou bien 0,1 ampère, 1 volt. Donc, on a donc 3 possibilités. Donc, on a U égale à 3 volts, I égale à 0,3 ampères. Donc, on a U égale à R fois I. Donc, on veut calculer la résistance, c'est-à-dire la relation qui permet de calculer la résistance. R égale à U divisé par E. Application numérique, R égale à 3 volts divisé par 0,3 ampères égale à 10 ohms. Donc, c'est la valeur de la résistance électrique. La question numéro 3, sachant que le conducteur ohmique est alimenté par une tension U égale à 4 volts, calculer en wattheures l'énergie électrique consommée par le conducteur ohmique lorsqu'il fonctionne pendant 2 heures. Alors, d'abord,
ainsi que la relation qui permet de calculer l'énergie électrique. La relation qui permet de calculer l'énergie électrique consommée par un appareil électrique est E égale à P fois T. Voilà, donc c'est la relation qui permet de calculer l'énergie électrique. Alors, pour l'énergie électrique, on peut exprimer l'énergie avec son unité internationale, le joule, ou bien en wattheure. Pour exprimer l'énergie en joule, il faut exprimer la puissance en watts et la durée T en secondes. Pour exprimer l'énergie en wattheure, il faut exprimer la puissance en watts et la durée en heure. Alors dans ce cas, on va calculer l'énergie électrique en wattheure. On va calculer l'énergie électrique en wattheure, c'est-à-dire on va déterminer la puissance en watts et la durée en heure. On sait aussi que l'énergie, la puissance électrique est calculée par la relation P égale à E fois E. Donc la relation qui permet de calculer la puissance électrique. P égale à E fois E dans le courant continu et dans le courant alternatif sinusoïdal pour les appareils du chauffage, c'est-à-dire les appareils qui convertissent l'énergie, une grande partie de l'énergie électrique consommée en énergie thermique. Alors, donc j'ai dit, on a la relation E égale à P fois T. Dans ce cas, on a P égale à U fois E. Donc, on remplace la puissance par U fois E. On obtient E égale à U fois I fois T. Voilà, donc on va utiliser cette relation pour calculer l'énergie électrique dans ce cas. Alors, donc on va calculer l'énergie électrique. On a la relation qui permet de calculer l'énergie ici, E égale à U fois I fois T. Les données, on a la tension U égale à 4 volts. On a la durée T égale à 2 heures. T égale à 2 heures. Donc, à partir de cette relation, on a besoin aussi de l'intensité de courant I. Donc, on n'a pas l'intensité de courant I. C'est-à-dire, pour calculer l'énergie électrique, il faut d'abord calculer l'intensité de courant I. Voilà, donc le calcul de l'intensité de courant qui traverse le conducteur ohmique lorsque U égale à 4 volts. C'est-à-dire, on va utiliser, dans ce cas aussi, la loi d'Ohm. Donc, on sait que U égale à R fois E, c'est-à-dire I égale à U divisé par R, tel que U égale à 4 volts, et R, on a déjà calculé R, la résistance de conducteur ohmique, égale à 0,4 ampères. Donc, on a trouvé la valeur de l'intensité de courant électrique, I égale à 0,4 ampères. Et alors, l'énergie électrique consommée par le conducteur ohmique, E égale à U fois I fois T. Alors, on a eu 4 volts, c'est-à-dire la tension avec son unité internationale. On a I 0,4 ampères, c'est-à-dire l'intensité avec son unité internationale. Et on a T en heure. Donc, on trouve l'énergie électrique en wattheure. Donc, application numérique, 4 volts multiplié par 0,4 ampères multiplié par 2 heures, donc 3,2 wattheure. Pourquoi? Parce que 4 volts multiplié par 0,4 ampères, ici c'est la puissance consommée par le conducteur ohmique, donc puisqu'ici on a le volt et l'ampère, c'est-à-dire on trouve la puissance en watts. Watt multiplié par heure, donc wattheure. Donc l'énergie électrique consommée donc, égale à 3,2 wattheure. Exercice numéro 3, situation problème. Fatima voulait faire fonctionner des appareils électriques de façon normale dans une installation domestique qui comprenait un disjoncteur réglé sur l'intensité maximale du courant électrique 15 ampères et sa tension efficace de 120 volts. Les données, donc les caractéristiques nominales des appareils utilisés, une lampe de 120 volts 120 watts fera repasser de 120 volts 1200 watts et un fort de 120 volts 2,2 kW. La question numéro 1, en justifiant la réponse, déterminer l'appareil électrique qui consommera le plus d'énergie électrique lorsqu'on fait fonctionner tous ces appareils pendant la même durée. La question numéro 2, Fatima peut-il faire fonctionner tous les appareils précédents en même temps? Donc la deuxième question sur 3
point. Donc, pour la question numéro 1, donc on a chaque appareil électrique, ou bien dans chaque appareil électrique, on trouve des valeurs enregistrées. Donc, le fabricant enregistre des valeurs sur chaque appareil électrique. Ces valeurs, ce qu'on appelle les caractéristiques nominales de l'appareil électrique, c'est-à-dire les caractéristiques pour qu'on fonctionne l'appareil électrique de façon normale. Et aussi, il nous donne une idée pour ne pas, ou bien pour éviter la destruction de l'appareil électrique. Par exemple, la lampe de 120 volts, 120 watts exprime, ou bien signifie, la puissance nominale de la lampe. De 120 volts signifie la tension nominale de la lampe. C'est-à-dire, pour éviter la destruction de la lampe, il faut appliquer une tension de 120 volts et aussi une intensité de courant pour que la lampe consomme une puissance 120 volts. Alors, la question numéro 1, l'appareil électrique qui consommera le plus d'énergie électrique lorsqu'on fait fonctionner tous ces appareils pendant la même durée, c'est-à-dire Fatima fonctionne la lampe et le fer à repasser et le fond pendant la même durée, l'appareil qui consommera le plus d'énergie. Donc, le fort, c'est l'appareil qui consommera le plus d'énergie, car sa puissance nominale, P égale à 2,2 kW égale à 2200 watts, est supérieure aux puissances nominales de la lampe et de fer à repasser. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, on va comparer les puissances nominales de chaque appareil. Mais d'abord, il faut exprimer les puissances nominales avec la même unité. Dans ce cas, on a le fort, la puissance nominale de fort est exprimée en kilowatts. C'est-à-dire, il faut convertir cette valeur en watts. On sait que 1 kilowatt est équivalent à 1000 watts. C'est-à-dire, la conversion de kilowatt vers le watt, on multiplie par 1000, c'est-à-dire 2,2 kW égale à 2200 watts. Donc, lorsqu'on compare 2200 watts supérieur à 1200 watts, supérieur à 120 watts, et par conséquence, donc le fort, c'est l'appareil qui consommera le plus d'énergie. La question numéro 2, Fatima peut-il faire fonctionner tous les appareils précédents en même temps? Alors, pour répondre à cette question, on rappelle que dans chaque installation électrique domestique, chaque installation domestique a une puissance maximale à ne pas dépasser. C'est-à-dire, pour éviter la coupure d'électricité dans une installation domestique, il faut que la puissance totale consommée par les appareils fonctionnant en même temps ne dépasse pas la puissance maximale. Alors, pour savoir est-ce que Fatima peut-elle faire fonctionner ces appareils en même temps, on va calculer la puissance totale consommée par la lampe, le fer à repasser et le fort, et on va calculer la puissance maximale et on compare PT avec P max. Si P total supérieur à P max, c'est-à-dire Fatima ne peut pas faire fonctionner ces appareils. Si P total inférieur à P max, c'est-à-dire Fatima peut faire fonctionner ces appareils. Alors, donc, pour savoir est-ce que Fatima peut fonctionner tous les appareils précédents en même temps, on va comparer la puissance maximale dans cette installation avec la puissance totale consommée à part ces appareils. Le calcul de la puissance P max, donc déjà, on a dit que le disjoncteur est réglé sur l'intensité maximale 15 ampères. On sait que la puissance maximale est calculée par la relation Pmax égale à Imax multiplié par U. On a Imax égale à 15 ampères. On a U égale à 220 volts. Donc, on trouve Pmax égale à 3300 watts. Donc, c'est la puissance maximale dans cette installation domestique. Le calcul de la puissance totale. Donc, la puissance totale, c'est la somme des puissances consommées par les appareils fonctionnant en même temps. Donc, c'est P1, la puissance consommée par la lampe, plus
P2, la puissance consommée par le fer à repasser, plus P3, la puissance consommée par le fort. P total égale à P1 plus P2 plus P3 égale à 120 watts plus 1200 watts plus 2200 watts. Donc, on trouve application numérique P total égale à 3520 watts, c'est la puissance totale. Alors, on remarque que la puissance totale est supérieure à la puissance maximale. Donc, Fatima ne peut pas faire fonctionner les appareils électriques précédents en même temps. Donc, merci de votre attention.